Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre dernière table ronde, Johan Gagero nous a partagé une histoire dans laquelle la qualité logicielle a permis de sécuriser un projet stratégique qui était pour le coup d'envergure dans le secteur du luxe avec des enjeux de digitalisation et d'e-commerce. Une bonne écoute, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Du coup, pour moi, mon petit retour d'expérience, en tout cas, oui, effectivement, le sujet étant parce que la qualité, c'est le défi ou un des défis stratégiques des entreprises. Quand tu m'as demandé de réfléchir un peu à un sujet, moi, tu sais, je suis pas trop dans les théories, comme tu l'avais dit, effectivement, c'est pour ça que je pense qu'on s'est bien retrouvés. Je vais tout de suite penser, moi, à des cas que j'ai vécu moi-même. Je suis très basé, en tout cas, axé sur l'expérience pour continuer à prendre de la hauteur sur les choses, sur des choses concrètes en tout cas. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait penser immédiatement à un sujet, donc je vais quand même remettre un tout petit peu de contexte. Donc, moi, je travaille pour l'IT LVMH, division parfums et cosmétiques. Donc toutes les maisons qui font du parfum et cosmétiques du groupe LVMH, donc il y a Dior, Givenchy, Guerlain, Make Up Forever, il y a une petite douzaine de marques. Il y a 10 ans, ces marques se sont posé la question, est-ce qu'on devrait avoir notre IT chacune ou est-ce qu'on devrait mutualiser les choses? Et donc, c'est là que cette IT qui s'appelle PCIS est née. Et moi, je travaille pour cette IT qui est lui-même divisé en silos, malheureusement. Et moi, j'appartiens au silo, on va dire, digital, retail et gestion de l'e-commerce en général. Voilà, c'est histoire de mettre un peu de contexte là-dedans. Et dans le cas effectivement des sujets stratégiques, en tout cas sur l'e-commerce, c'est évidemment de scale un peu, d'opérer un peu, de monter à l'échelle en matière de chiffre d'affaires e-commerce. Il y a encore 2 ans, l'e-commerce, maison parfum PNC, ça représentait 3% du chiffre d'affaires. Voilà. Il y a un an, ça en a représenté à peu près 6 ou 7. Et bon, voilà, je vais pas dire que je suis content de la situation, mais au vu de la situation, effectivement, on a opéré un bond sur l'e-commerce et du coup de chance. On a eu de la chance, on était déjà paré en matière d'infra e-commerce et de sécurité e-commerce, parce qu'on avait déjà migré. Et l'objectif, effectivement, c'était de migrer toutes nos solutions e-commerce sur une brique applicative qui s'appelle Salesforce. Je pense qu'il n'y a pas de gros secrets derrière. Et pour justement pouvoir essayer de scale un maximum nos ventes e-commerce, sachant qu'on a justement des magasins, enfin tout ce qui est retail, qui est plutôt fermé. Et donc, ce projet de migration a été lancé sur un pilote sur la maison Dior sur le marché France. Et l'idée, effectivement, a été à la fois de refondre un peu le front, mais surtout de migrer en fait les solutions back avec une solution Salesforce en headless et puis une couche d'API au-dessus pour pouvoir fonctionner un peu en microservices. C'était l'époque où les microservices étaient la réponse à tous nos besoins. Le sujet a été un peu compliqué à mener parce qu'en fait, on a eu un gros taux de turnover dans les équipes IT, business, qui fait qu'il y avait finalement très peu de sachants. Et la seule équipe qui était vraiment sachante, qui était là depuis, j'appellerai longtemps, c'est-à-dire c'était la mienne. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans chez PCIS à peu près. Et on a eu le temps de monter un certain nombre de choses qui faisaient que maintenant, le savoir, il était beaucoup chez nous, sachant qu'il y avait plus grand monde qui restait très longtemps. Bref, on s'est retrouvé comme très souvent dans un projet en agile qui permettait d'expliquer un petit peu tous les... Alors, de toute façon, on peut faire un sprint de plus, on s'en moque, on n'a pas de deadline, le planning n'est pas un sprint. Par contre, les costs en sont un autre, évidemment, et on s'est retrouvé très rapidement dans une situation où les gens ne savaient plus trop exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui reste à faire. Voilà, on n'a plus vraiment de cadre, on n'a du coup pas de trajectoire claire. Lost in sprints, quoi. Ouais, c'est la logique de sprint, mais le problème, c'est que quand tu es dans une logique de programme,
l'agile, c'est important c'est bien quand tu veux délivrer souvent, notamment quand tu es déjà sur un truc qui est déjà opérationnel, souvent en prod, mais quand tu as un gros programme, tu as un gros truc comme ça, un gros monolithe, doit sortir dans 6 mois. Voilà, surtout quand tu as des équipes qui ne sont pas forcément experts sur le contexte technique, fonctionnel et business, c'est un peu compliqué. Bref. Je vous la fais assez rapide. On a mis en place, nous, une solution, tout un framework, une approche de test qui est très business-driven, c'est-à-dire qu'on on fabrique, on cofabrique en fait avec les équipes CRM, les équipes e-commerce, les équipes digitales et puis toutes les équipes data. On co-construit des personas en fait par marché. Aujourd'hui, on a une trentaine de marchés e-commerce, toutes maisons confondues. Et effectivement, cadre de ces refontes qu'il y a eu il y a 2 ans, qui étaient très basées sur de la UX et de la recherche de pragmatisme d'utilisation pour aller chercher du purchase et chercher de la vente, on s'est dit sur la QA, encore je vous le disais, moi je suis quelqu'un de curieux, j'ai toujours besoin d'un os à ronger. Je me suis dit, mais c'est super intéressant comme approche. Essayons d'aborder cette approche pour suivre cette vision très business, très customer-centrique dans le cadre des tests. Donc, on a commencé à construire des personas, on leur a associé des parcours de bout en bout. En tout cas, déjà, on a commencé par le front, qu'on a appelé des e-commerce journey, des aventures e-commerce. Et c'est ça qui est devenu en fait notre métrique, tout en sachant que chaque e-commerce journey était en fait l'agrégation de plein de petits micro-tests qui, eux, étaient flagués sur le plan technico-fonctionnel et qui permettaient de porter sur la base de différentes grilles de lecture, de mon site, la qualité par feature, la qualité par, j'en sais rien, par layer technique, etc. Bref, je vous la fais un peu rapide. Dans un contexte voilà, où on est capable, on a une vision vraiment de bout en bout, parce que pour ces projets-là, j'ai envoyé, on est même allé ensemble, mes équipes, aller dans les entrepôts, rencontrer les équipes aussi de la finance. Il ne faut pas oublier que l'e-commerce, ce n'est pas juste un site, tu rentres ta clé, tu payes et puis c'est terminé. L'expérience e-commerce, derrière ça, il y a tout un monde et la phase immergée de l'iceberg, c'est en final les gens fabriquent tes produits, qui les emballent, qui les stockent, qui gère la logistique, le transport, la finance, la compta, le contrôle de gestion, des équipes CA. On a toute une multitude de trucs. Ce n'est pas juste un petit site. En fait, l'e-commerce, l'expérience customer, parce que j'appartiens à un groupe qui a pour quand même objectif de délivrer l'excellence. C'est comme ça qu'ils vendent leurs trucs. Et je pense qu'ils ont raison à leurs customers. Il faut appréhender l'expérience client en 360. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je peux tomber sur un super beau site. Si je suis livré avec 2 semaines de retard, mon expérience client, elle va pas, ça va pas être un smiley, quoi. Donc, c'était un peu toute cette appréhension d'envoyer mes équipes, et puis d'y aller moi-même, d'aller voir tout le monde. Donc là, on retrouve un peu le côté, comme tu disais, Iman, tout à l'heure, aller voir les gens, comprendre qui ils sont. Si je ne te connais pas, je ne saurais pas comment tester tes outils, en fait, tout simplement. Et en fait, d'avoir cette vision très business oriented et très rigoureuse et très carrée au final, ça a été au final, dans le cadre de ce programme, la seule vision qui est ressortie, le seul moyen de reporting pour comprendre où est-ce qu'on en était du projet. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a une vision un peu 360 via la qualité, quand on est sur un projet où finalement très peu de sachants et qu'au final, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu le bordel ambiant, toutes les 4 semaines, on décompte de 2 semaines et finalement qu'on demande où est-ce qu'on en est, à combien de pourcents de développement personne sur 50 personnes du programme n'est capable de nous répondre. Vous avez tous vécu ce genre de choses, je suppose. Voilà, et je pense que la QA, la vision qualité plutôt que la QA, est évidemment un enjeu stratégique parce que c'est nous qui disions, non mais alors moi je vous explique, votre site il est prêt à tant de pourcents, parce qu'en fait, sur ces 30%, il y a ça qui n'est pas encore stable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas développé ou c'est peut-être pas conçu. Ça, c'est développé, mais en fait, ça ne marche pas. Et puis ça, on va pouvoir le tester tant que les gens qui travaillent à l'entrepôt, ils n'ont pas… Enfin voilà, d'avoir en fait un suivi, un pilotage projet et finalement une certaine gestion du risque au travers de la qualité, là où ce n'est pas forcément ailleurs dans le projet. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pensé en fait au retour d'expérience et je pense que c'est assez parlant. C'est pour ça que je pense que la qualité n'est pas forcément le seul levier, mais est un levier qui va être de plus en plus important dans les années à venir parce qu'on veut délivrer tout plus vite, de meilleure qualité.
quoi de mieux qu'une vision qualité pour driver des projets orientés dans ce mood-là, quoi. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!